Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du vendredi. Le vendredi, c'est questions-réponses. Aujourd'hui, je vais répondre à 4 questions, dont une qui concerne le rapport entre le choix du boîtier et l'impression des photos, qualité d'impression, les logiciels de retouche et on va voir un petit peu comment choisir son logiciel. Le HDR, là aussi, je vais vous dire la question précise après, et puis les réponses que je peux faire. Et puis, comment savoir le nombre de déclenchements sur votre boîtier. J'ai également une pile de bouquins que j'ai reçus ces derniers jours, que je voudrais vous présenter très rapidement. Alors, donc je vous rappelle que pour m'envoyer vos questions, vous suivez le lien qui est dans la description de la vidéo, c'est nikonpassion.com/question. Vous décrivez voilà, la question que vous avez, et puis moi je dépile au fur et à mesure tous les vendredis. Première question donc, l'un de vous me dit, voilà, j'hésite entre un D500 et un D750, donc j'ai fait mon choix plutôt pour le D750 pour plein de raisons qui ne nous intéressent pas ici. Mais qu'est-ce qu'il en sera en termes de qualité d'impression sur les photos si j'imprime mes photos au format, alors c'était spécifié A3 voire A2, est-ce que je vais voir une différence entre le D500 et le D750 parce que ce ne sont pas les mêmes capteurs? Alors bon, avis très personnel, comme toujours dans les vidéos, hein, je dis toujours, je dis pas que j'ai voilà, réponse à tout et que je sais tout, mais sincèrement, là, entre un capteur APS-C de 20 millions de pixels que l'on a sur le D500 et un capteur plein format de 24 millions de pixels sur le D750, si vous imprimez une photo, la même photo, enfin, ou deux photos issues de ces boîtiers-là, sur le même tirage, sur la même taille, vous ne verrez aucune différence. Ce n'est pas le capteur qui définit la qualité de la photo en impression sur des formats de cette taille-là. Alors, si on comparait un 24 millions d'aujourd'hui avec un 2 millions de pixels de je ne sais pas quand, oui, on verrait probablement des différences. Mais aujourd'hui, entre 20 et 24 millions, il n'y aura strictement aucune différence sur le tirage. On ne va pas rentrer dans les détails de la chose, mais vous ne verrez absolument pas la différence sur un A3 et sur un A2 non plus. Ce que vous pouvez voir comme différence, ça va être une question de bruit, par exemple, dans les images, une question d'optique, d'objectif, mais en aucun cas le capteur. Après, n'oubliez pas que la qualité du tirage, elle est surtout fonction de la qualité du traitement que vous aurez fait sur la photo, de la qualité du fichier que vous allez générer, beaucoup plus que de la qualité du capteur. Toujours pareil, hein, toujours entre un 20 millions et un 24 millions moderne. Donc voilà, pour répondre à cette question-là, enfin, si pour le lecteur qui se reconnaîtra, si c'était ça le dernier critère de choix entre les deux boîtiers, c'est pas la peine d'hésiter entre les deux pour ce critère-là, il n'y aura absolument aucune différence sensible à l'œil nu. Deuxième question, donc quelqu'un qui me dit, voilà, qu'est-ce que tu penses des logiciels de retouche, particulièrement les logiciels qui sont inclus ou livrés avec le système d'exploitation. Alors là, c'était Windows 10, Windows 10, dans lequel il y a effectivement des capacités de retouche photo, mais ça pourrait être ce qu'on a sur macOS, ou bien pourquoi pas des Picasa ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que la fonction de retouche automatique qu'il y a dans ces logiciels-là est intéressante, elle est suffisante, ou bien est-ce qu'il faut retoucher ces photos une par une? Alors, je vais faire une réponse. Voilà, j'ai envie de faire une réponse à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que si vous cherchez juste à améliorer vos photos qui peuvent vous paraître parfois un petit peu ternes, un petit peu, voilà, pas terrible, pas très claquantes, ça peut suffire, ces logiciels-là, parce qu'effectivement, le logiciel aujourd'hui est suffisamment performant pour redonner de la vigueur à une photo qui en manque un petit peu. Alors vigueur, c'est pas un terme traitement, j'en ai conscience, mais voilà, ça va jouer un peu sur les ombres, sur les détails dans les basses lumières, on va jouer sur probablement un peu l'accentuation, sur l'exposition de la photo, donc le logiciel il va avoir tendance à lisser pour que la photo soit un petit peu plus intéressante, un petit peu plus souvent, ne le prenez pas mal, mais souvent on dit l'appellation un peu plus grand public, quoi. C'est ce qu'on a, les réglages que vous avez par défaut sur les boîtiers réflexes entrée de gamme, eh bien, ils sont généralement un petit peu plus flatteurs, en grand public flatteur, voilà, et que ce qu'on peut avoir sur un boîtier Expert Pro qui, lui, généralement donne un rendu plus neutre, parce que derrière, c'est le photographe qui va faire son travail de post-traitement. Donc, première partie de la réponse, oui, ça peut suffire si vous ne cherchez pas à faire grand-chose. Maintenant, deuxième partie de la réponse, attention à ces traitements automatiques, parce que déjà, vous pouvez arriver à faire la même chose sur le boîtier directement avec le JPEG, peut-être en essayant un picture control différent, en réglant un petit peu votre boîtier ou à la prise de vue, en jouant avec l'exposition.
Ça évitera déjà le travail dans le logiciel, et puis on ne sait jamais trop comment ces logiciels fonctionnent par rapport aux fichiers, qu'est-ce qu'ils font vraiment, est-ce qu'ils dénaturent un petit peu la photo, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui vont faire du redimensionnement de l'image. Honnêtement, moi je ne peux pas vous dire parce que je ne les connais pas tous un par un, mais attention aux choses qui sont trop automatiques. Alors, est-ce qu'il faut faire après le traitement une par une? Ben oui, c'est-à-dire que dans l'idéal, si vous voulez vraiment traiter vos photos pour qu'elles ressemblent à quelque chose, leur donner le rendu qu'elles méritent, eh bien oui, il faut en passer par un traitement photo par photo, ou série de photos par série de photos. Vous pouvez par exemple dire, j'ai fait 10 photos dans les mêmes conditions de lumière, dans le même décor, je peux très bien prendre les 10 dans un logiciel et puis ajuster l'exposition pareil ou la balance des blancs pareil. Mais après, il va falloir absolument passer à une retouche et à un traitement plus fin, plus particulier pour chacune des images, ça c'est à peu près évident. Donc là après les logiciels, bon là ça serait trop long, hein. Je ne vais pas m'embarquer dans une troisième partie de la réponse qui serait quel logiciel utiliser parce qu'il y en a des dizaines, mais vous avez le choix entre les gratuits, les standards du marché qui sont plus payants, enfin voilà, il y a un petit peu de tout, mais je fais plusieurs émissions précédemment déjà que vous pouvez retrouver sur ces sujets-là. Donc simplement, pour conclure sur cette question-là, ça peut fonctionner, tous ces logiciels intégrés, mais vous n'allez jamais aller très loin, et généralement vous pouvez faire aussi bien en réglant correctement votre boîtier qu'en repassant, en reperdant un peu de temps encore après dans ces logiciels. Troisième question, une question qui tourne au sujet autour du HDR. Alors là, il y a une question propre à l'utilisation sur un modèle de boîtier bien précis, donc je ne vais pas répondre à ça parce que je ne peux pas rentrer dans le mode de fonctionnement de chaque boîtier, il y en a trop, et puis ça intéresserait que ceux qui ont ce boîtier-là, donc c'est pas très utile. Donc ça, regardez le manuel, c'est souvent ce que je dis, hein, c'est regarder le manuel parce que généralement tout est détaillé ou un guide sur l'utilisation de votre boîtier. Alors le HDR, très vite, qu'est-ce que c'est? Donc HDR, les initiales, c'est High Dynamic Range. Donc en fait, c'est la capacité de votre boîtier à vous donner des photos avec une plage dynamique plus importante que ce que le capteur peut fournir si vous ne faites qu'une seule photo. Alors plage dynamique plus importante, ça veut dire que vous allez exposer les hautes lumières et les basses lumières, comme s'il n'y avait que des hautes lumières, comme s'il n'y avait que des basses lumières, plus toute la gamme entre les deux. Donc vous allez avoir en fait une image qui va être beaucoup plus riche et que vous allez pouvoir traiter derrière beaucoup plus facilement quand c'est une image qui est très contrastée avec des lumières assez claires, un ciel très brillant par exemple, un soleil, et puis dans la même image une zone très sombre, vous êtes sur la plage, il y a le ciel qui est hyper brillant, puis il y a des rochers devant et c'est tout à fait à l'ombre par exemple. Alors, bon, autant le dire tout de suite, je ne suis pas un grand fan du HDR, parce qu'on a vu trop d'excès ces dernières années avec le HDR, où on voit ces photos très clinquantes, avec les gens qui ont poussé les curseurs à fond sur HDR, parce que ça fait beau, et en fait ça fait pas beau, je trouve personnellement, avis très personnel, mais ça fait souvent très moche. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas utiliser le HDR. Le HDR, c'est un peu comme toute technique, si vous l'utilisez dans les limites raisonnables, il va vous apporter quelque chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer de la matière dans les hautes lumières, vous allez pouvoir en récupérer dans les basses lumières, alors que vous ne pourriez pas le faire si vous ne faisiez pas du HDR. Mais c'est comme tout, il ne faut pas aller trop loin. Donc les choses très flashy, très saturées, très criardes, honnêtement, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais honnêtement, moi c'est pas mon truc. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est pas de faire ça sur le boîtier directement. Alors si vous allez dans votre boîtier, la plupart ils ont maintenant une fonction HDR. Seulement, donc première chose à savoir, c'est que ce HDR là, boîtier, c'est du JPEG, forcément, puisque le boîtier va faire plusieurs vues, il va fabriquer une image, et donc lui il va fabriquer un JPEG, il ne va pas fabriquer un RAW. Donc déjà, il y a une première limite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir sur ce que le boîtier a fait. Deuxièmement, c'est toujours mieux de faire son HDR en post-traitement, parce que là, vous allez travailler sur des RAW, donc vous allez vraiment étendre la plage dynamique, et vous allez pouvoir jouer avec les curseurs de votre logiciel exactement comme vous le voulez sur les zones qui vous intéressent. Pour faire court, si vous prenez un fichier RAW traditionnel, donc on ne fait pas de HDR, on fait juste une photo en RAW, je prends un boîtier Nikon que je connais mieux, un logiciel comme Lightroom que je connais bien, vous ouvrez le fichier RAW dans Lightroom, vous avez en gros moins 2 IL d'un côté, plus 2 IL de l'autre sur l'exposition. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez descendre à moins 2 ou monter à plus 2 en exposition, par rapport à la valeur d'exposition que vous avez choisie à la prise de vue. Donc, si vous êtes un peu surex, vous pouvez récupérer jusqu'à, alors on dit 2 IL, 2 stop, 2 diaph, peu importe le terme. Si vous êtes un peu sous-ex, vous pouvez remonter. Donc on a en gros une plage de correction dans le logiciel qui est de 4 IL.
Si vous faites un HDR avec 3 photos, vous allez additionner ces capacités-là. Vous allez additionner la possibilité de reprendre dans les hautes lumières et de reprendre dans les basses lumières. Donc vous allez passer de 4 à 8 à 12 IL, enfin jusqu'à 10 IL raisonnablement, parce qu'après ça devient un peu n'importe quoi. Mais vous pouvez avoir une plage qui va jusqu'à 10. Or 10 par rapport à 4, vous avez beaucoup plus de latitude. Dans Lightroom, Photoshop, les autres, vous avez des modules de fusion HDR qui vous permettent très facilement aujourd'hui de prendre plusieurs photos RAW que vous avez exposées différemment, en faisant du bracketing par exemple, et de les fusionner pour faire une image HDR sur laquelle vous allez ensuite pouvoir intervenir, parce que là, pour parler du module Lightroom plus particulièrement, lui, il vous refabrique un RAW et non pas un JPEG. Donc vous voyez, différence fondamentale, vous faites un HDR boîtier, le boîtier va fabriquer un JPEG à partir de plusieurs vues, et c'est un JPEG avec les limites qu'on lui connaît. Vous faites du HDR dans votre logiciel en faisant une fusion HDR, le logiciel va fabriquer un RAW, et sur lequel vous allez après pouvoir travailler comme un fichier RAW. Dans Lightroom, c'est un DNG très exactement, mais peu importe, c'est un RAW. Donc voilà la différence fondamentale. Je vous engage vraiment, si vous voulez vous intéresser à cette technique-là, à travailler plutôt en post-traitement avec un logiciel, j'ai cité Lightroom, mais un autre aussi, donc à travailler plutôt de cette façon-là. Alors, ensuite, donc une question sur le nombre de déclenchements. Alors, vous avez été plusieurs ces derniers temps à m'envoyer ce type de questions. Comment savoir le nombre de déclenchements de mon boîtier? Je veux acheter un boîtier, comment me garantir que c'est bien le nombre de déclenchements qu'on m'a vendu et tout ça. Alors, déjà, pour commencer, sachez que les réflexes numériques enregistrent dans leur mémoire interne le nombre de déclenchements qu'ils ont fait. Et ça, alors, je vais être prudent, je ne vais pas m'avancer pour toutes les marques, mais pour les principales marques, c'est possible. Donc si vous allez, par exemple, pour Nikon, vous allez chez Nikon, au support, vous dites, tiens, voilà, je veux savoir le nombre de déclenchements de mon boîtier, ils le branchent sur un système à eux, ils ont le connecteur, le logiciel qui va bien, ils sont capables de vous dire, ce boîtier a tant de déclenchements. Attention, déclenchement, ça ne veut pas dire photo nécessairement, c'est-à-dire que si vous achetez votre boîtier, il est neuf, il a 0 déclenchement, vous l'essayez dans le magasin, vous faites une rafale de 10 images secondes pendant 10 secondes, vous avez déjà fait 100 photos, donc le compteur il va être à 100. Vous n'avez rien fait encore, vous n'avez pas de photos, mais lui il a déjà 100. Donc voilà, il peut y avoir ce type de variation. Vous pouvez dire, bah, tiens, je ne comprends pas, moi j'ai fait 10 photos et il met 110, bah oui, parce que vous avez fait une rafale avant. Donc c'est bien l'obturateur qui a fonctionné. Deuxième possibilité pour connaître le nombre de déclenchements de votre boîtier, vous passez par un logiciel. Chacune des photos que vous faites avec votre boîtier comporte ce que l'on appelle des données EXIF. EXIF, ce sont les données généralement propres à la prise de vue. Dans les données EXIF, vous trouvez le type de boîtier, l'objectif, la focale, l'exposition, enfin voilà, tous ces paramètres de prise de vue, dont un qui est, alors généralement en anglais c'est marqué shutter count, donc nombre d'obturations, et ce paramètre il existe dans chacune des photos. Alors, il faut aller le lire. Le problème des logiciels, c'est que tous ne savent pas lire toutes les données EXIF que comporte un fichier. Un fichier, en fait, il comporte des dizaines et des dizaines de données EXIF, que l'on ne connaît pas nécessairement d'ailleurs, et dont ce nombre d'obturations. Alors, toujours pareil, pour la plupart des boîtiers, ça fonctionne. Peut-être que quelqu'un va me dire, ah, mais moi j'ai la marque machin, ça marche pas. Bon, honnêtement, je ne sais pas s'il y a des marques qui ne l'inscrivent pas, mais je pense que non. Mais vous allez chez Nikon, Canon et les autres, ça fonctionne. Donc là, si vous avez un logiciel qui est capable de lire toutes les données EXIF de vos fichiers, alors vous allez trouver la valeur shutter count ou nombre d'obturations. Je vais reprendre le cas de Lightroom par exemple, il y a un module, Lightroom de base ne sait pas lire toutes les valeurs, parce qu'on s'en moque un peu en fait, quand on fait du post-traitement, on se fout un peu de savoir quel est le nombre de vues que l'appareil a fait, on s'intéresse plus à la focale, à l'ouverture, à ces choses-là. Mais il y a un plugin additionnel, donc un module additionnel que l'on peut mettre dans Lightroom, qui doit s'appeler quelque chose comme EXIF Viewer ou Metadata Viewer, un truc comme ça, qui permet lui de voir l'intégralité des données, et là vous pouvez tout à fait voir ça. Il y a pléthore de logiciels, dont la plupart d'ailleurs sont gratuits, qui vous permettent d'aller chercher cette valeur. Alors plutôt que de vous faire la liste ici, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, il y a un article sur le site dans lequel je vous décris les principaux logiciels, il y a des services en ligne également, où là vous n'avez rien à installer, vous allez sur internet, vous connectez sur un site, vous uploadez, donc vous téléchargez une de vos photos, et puis le service vous dit, ben voilà, nombre de déclenchements, c'est tant. Donc ça c'est encore plus facile si vous êtes, vous êtes quelque part par exemple, vous voulez acheter un boîtier à quelqu'un, vous n'avez pas votre ordi avec vous, vous n'allez pas installer un logiciel, ben, si vous avez internet, vous faites ça, vous faites une photo avec l'appareil photo, vous la mettez dans l'ordi ou sur une tablette, hop, vous téléchargez la photo sur ce service en ligne directement et ça marche. Donc ça c'est pratique.
Ça peut se faire sur un smartphone, voilà, c'est pratique des fois quand on n'a pas tout son système informatique avec soi. Donc je vous mets l'article dans lequel tout ça c'est décrit, il y a les copies d'écran, il y a les procédures précises pour accéder à ces valeurs-là. Alors je termine ce sujet avec des bouquins. Alors pourquoi les livres? Parce que vous avez été aussi nombreux ces derniers temps à dire oui c'est une bonne idée de présenter des livres de photos et de présenter des guides parce que dans un article c'est pas pareil. Plusieurs d'entre vous m'ont dit mais moi j'habite dans un coin, il n'y a pas la Fnac, il n'y a pas Cultura, il n'y a pas tous ces trucs là donc je peux pas voir les livres parce que les livres de photos dans les librairies c'est excessivement rare. Alors j'adore les libraires, j'adore les bouquins, mais c'est vrai qu'en livre de photos on n'est pas gâté. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de volume et de débit pour eux, on les comprend aussi. Seulement quand on veut choisir et feuilleter avant d'acheter, c'est un peu délicat. Donc je vous ai sorti aujourd'hui les derniers bouquins que j'ai reçus là, que je vais publier sur le site prochainement. Alors il y en a un qui traîne derrière, c'est le prochain qui arrive, c'est Les secrets de l'astrophoto, ça je vous en avais parlé précédemment, donc vous allez trouver la revue très vite. Pour les Nikonistes, le tout premier guide du Nikon D500 est arrivé, c'est sorti chez Duno, c'est Bernard Rome qui a déjà écrit pas mal de guides sur les boîtiers. Donc ça s'appelle « Obtenez le maximum du Nikon D500 », donc pareil, je vais vous le commenter prochainement. C'est un des deux guides boîtiers. Le prochain qui arrive sur le D500, c'est Vincent Lambert aux éditions Erol. Je sais que le bouquin est parti à l'impression, là j'ai eu mes sources. Vincent, on va le retrouver également sur le stand lors du salon de la photo où il viendra parler particulièrement du D500. Donc si jamais vous passez au salon, regardez bien dans le programme des conférences, je vous le mets dans la description aussi. Vincent Lambert va venir donc intervenir, présenter son bouquin, mais surtout parler du D500 si ça vous intéresse. On a deux nouveaux guides dans la collection Photographe Pro. Alors ça, c'est toujours aux éditions Erol. Alors le premier, c'est André Amiot, qui est un photographe québécois qui a mis à jour son bouquin qui s'appelle « Vivre de ses photos et si le marketing était la clé ». C'est la deuxième édition. La première, j'ai adoré. Elle est en revue sur le site. Celle-ci, elle arrive, donc ce sera une mise à jour, mais voilà, il y a des choses intéressantes parce que le marketing, ça change un peu tout le temps. Vraiment des idées novatrices pour certains photographes français, peut-être un peu moins pour nos amis québécois, mais c'est hyper intéressant de voir que pour vivre de ces photos, il ne suffit pas de faire des photos. J'enfonce des portes ouvertes là, mais il faut le dire. C'est pas en faisant des photos toute la journée que vous allez mieux vivre de vos photos, c'est surtout en sachant les vendre, et pour savoir les vendre, il faut faire du marketing, il faut vous vendre, donc tout est dans ce bouquin-là. Ensuite, Éric Delamarre, le photographe et puis expert reconnu maintenant pour tout ce qui est tarifs. Alors ça s'appelle les tarifs et le devis du photographe, mais si vous vous intéressez à la profession de photographe, comment gérer vos clients, comment faire des factures, comment vous déclarer, enfin tout ce qui concerne l'administratif, le légal autour du métier de photographe, l'expert reconnu en France, c'est Éric Delamarre, donc cherchez-le, vous le retrouvez sur le site, parce qu'il a un autre bouquin qui s'appelle Profession photographe, je crois, devenir indépendant, un truc comme ça, j'ai oublié le nom, pardon Éric s'il m'écoute, qui est déjà une référence. Et puis là, donc Éric nous propose les tarifs et le devis du photographe, comment fixer ses prix, combien vendre son travail et quel prix donner à un tirage. Je crois que là, vous allez être plutôt intéressé. Donc ça arrive, Éric sera également sur le stand au salon de la photo pour parler de ça. Pour l'anecdote, Éric il vient toujours en disant moi j'ai rien préparé, je ne sais pas trop de quoi je vais parler, donc ça ne va pas durer longtemps. Généralement 1h30 plus tard, il est encore là en train de répondre aux questions des gens, donc il est passionné par ce truc-là. Franchement, à voir. Ensuite, on a la petite encyclopédie de la photo numérique. Alors c'est une traduction de livres américains, c'est un auteur que j'ai déjà vu passer d'ailleurs qui s'appelle Chris Gatcombe et qui a été traduit donc sous-titre L'essentiel de la photo pour les débutants. Alors sachez qu'il y a énormément de bouquins pour les débutants. Alors c'est toujours difficile de les commenter parce que j'ai encore rarement vu passer un bouquin mauvais. J'en ai vu un une fois et j'en ai pas parlé d'ailleurs parce que très honnêtement je l'ai écarté très vite, mais c'est rare de voir passer des bouquins mauvais. Alors après ils ont tous leurs spécificités. Les bouquins anglo-saxons, il faut savoir une chose, c'est qu'un livre qui nous vient d'un auteur américain, c'est pas une simple traduction.
Parce que souvent on dit oui, mais bon, les Américains, alors là je parle plus pour les Français, les Européens, les Québécois vont peut-être rigoler un peu, mais des fois ce que l'on fait, la culture américaine n'est pas pareil que la culture européenne, et il y a des fois des choses qui ne se portent pas nécessairement, des façons d'écrire, de parler qui ne fonctionnent pas bien. Les bouquins comme celui-ci, ils sont toujours traduits et adaptés. Donc ça, petit conseil, quand vous cherchez un bouquin, je ne vais pas faire la pub pour aucun éditeur particulièrement, là, hein, c'est pas l'idée, mais regardez toujours si c'est un livre qui a été traduit tout bêtement ou si c'est un livre qui est traduit et adapté. Quand c'est adapté, ça veut dire que le traducteur, il a été plus loin que son simple travail de traduction. Il a aussi enlevé tout ce qu'il faut enlever, parce que souvent les auteurs anglo-saxons, ils brodent un petit peu sur leur vie, sur machin, et nous on n'aime pas trop ça généralement dans notre culture. Donc ça c'est un peu nettoyé, enfin voilà, généralement c'est porté. Donc ces bouquins-là, ils sont adaptés, c'est pour ça que je vous en parle. Donc honnêtement, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne vais pas vous dire s'il est bien ou pas bien, mais voilà, ça vaut 19,90, bon, c'est tout à fait correct. Pour finir, chez Duno, mon cours de photo en 20 semaines chrono. Alors l'approche là, vous voyez, elle est simple, c'est que là, l'idée, c'est un certain nombre de fiches. Alors c'est souvent, c'est d'ailleurs un modèle maintenant très courant dans les guides photos. C'est une fiche récapitulative d'un sujet en particulier. Vous avez une présentation du sujet, pas mal de visuels, et puis voilà, des petits trucs et astuces, ce qu'il faut retenir. Vous voyez, un petit pavé, ça passe bien. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est pas mal illustré, c'est assez épais. Voilà, c'est tester vos connaissances, assimiler et maîtriser les fondamentaux de la photo, exercez-vous, mettez en application, analysez les résultats, découvrez les bases de la retouche d'image. C'est plutôt orienté prise de vue quand même, hein. 1000 schémas et photographies. Donc je vous en parle très bientôt sur le site. Si vous avez des envies de guides ou de livres photos, dites-moi dans les commentaires, parce que moi il y a tous les bouquins que je reçois au titre du service presse comme tous les journalistes. Et puis après, il y a des livres que j'achète aussi pour moi parce que ça m'intéresse directement. Donc, s'il y a des choses, dites-moi, il y a peut-être des sujets que je n'ai pas encore traités ou que je ne vois pas nécessairement. Donc, je suis toujours intéressé à avoir votre recul. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette émission questions-réponses du vendredi. Je vous rappelle que vous vous abonnez à la chaîne YouTube ici en cliquant sur le petit logo Nikon Passion. La page Facebook, c'est là-haut et vous activez les notifications. Et puis le plus simple, c'est de rejoindre ma liste de contacts perso pour qu'on puisse échanger. Et puis je vous envoie le dimanche actuellement un article inédit qui n'est pas publié sur le site, dans lequel on parle, en ce moment on parle créativité et photographie, donc je vous dis un petit peu voilà, des choses que je publie pas parce que c'est plus simple d'avoir cette relation comme ça par mail. On échange beaucoup avec les lecteurs qui derrière me renvoient des messages, voilà, on papote un peu entre nous et c'est quelque chose qui serait plus difficilement gérable sur le site. Donc le lien il est également dans la description de la vidéo. Merci de m'avoir suivi à nouveau, très bon week-end, à lundi.